Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de l'organisation, je suis chargé de vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Richard Benlolo. Nous allons vous proposer, avec Alain Papadopoulos, qui est notre modérateur pour cette conférence, nous allons parler donc de l'évaluation des biens, études de marché local, de quelles données a-t-on besoin, comment les obtenir. Un rappel technique, toutes nos conférences sont filmées totalement. Elles seront disponibles sur notre site internet avec un lien que nous enverrons à demande. Et pour cette raison, je vous demande que quand vous avez des questions à poser au panel, vous le fassiez en demandant à l'hôtesse qui se trouve au bout de la salle un micro HF pour enregistrer vos questions. Une bonne conférence à tous. Merci. Merci. Je me présente, donc je m'appelle Alain Papadopoulos, je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde. Je suis rédacteur en chef d'univerimo.com et univerimopro.com qui sont deux sites internet d'information sur l'immobilier. Et donc à ce titre, alors l'un est grand public, l'autre est professionnel, et à ce titre, bien évidemment, ce sujet nous intéresse énormément dans les médias, puisque le marché de l'immobilier est un des sujets favoris des organes d'information. Je vais donc vous présenter, enfin je vais plutôt inviter chacun des participants à se présenter et à dire ce qu'il fait. Donc nous avons à ma droite immédiate Ludovic Pascal de Balzac, excusez-moi. Si je commence mal là, de Minotte, hein, il vous expliquera ce que c'est. Nous avons Claude Taffin de l'association Dynamique, qui est responsable de l'association Dynamique, et Christian de Kerangal du Crédit Foncier Immobilier. Voilà. Mais je vais les inviter à vous dire ce qu'ils font plus particulièrement. Donc, écoutez, vous êtes par ordre alphabétique. Je commence, d'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc alors Ludovic Balzac, effectivement, donc comme l'auteur, donc assez simple à retenir, de la société donc Minotte, marché immobilier des notaires. Donc mon rôle de façon très résumée, donc je suis chargé de promouvoir l'expertise immobilière auprès des notaires, donc avec toutes les lettres de noblesse que cela peut revêtir. Là on parle vraiment d'expertise en évaluation immobilière. À côté de cela, donc, je gère un service d'expertise avec différentes antennes donc, réparties sur l'ensemble du territoire. D'où ma présence ici aujourd'hui avec la préoccupation de chaque expert en évaluation immobilière, à savoir donc, les références, choisir la bonne référence pour pouvoir valoriser au mieux tout type d'actifs immobiliers. Donc, je suis directeur scientifique de l'association Dynamique, dans laquelle le N veut dire notaire, plutôt notarial, parce que ça veut dire développement de l'information notariale sur l'activité des marchés immobiliers et la conjoncture. Nous ne faisons pas le même métier, c'est-à-dire que c'est une structure créée récemment par le notariat, il y a 4 ans environ, pour cette structure de recherche et de développement des bases immobilières du notariat. On est chargé de concevoir de nouvelles études, comme les indices sur avant-contrat ou l'étude de la valeur verte. Je dois vous avouer aussi que j'ai un lourd passé dans la fonction publique comme administrateur de l'INSEE, que ceci peut avoir également un impact sur ce que je peux penser de la statistique locale en matière immobilière. Bonjour à toutes et à tous. Christian de Kerangal, je suis directeur général délégué de Crédit Foncier Immobilier. Crédit Foncier Immobilier a été créé il y a 4 ans et c'est la filiale de services immobiliers du Crédit Foncier qui propose tant des prestations de conseil, d'expertise, d'études, mais également de commercialisation. Et je suis, pour ma part, notamment en charge de toute la partie conseil, expertise, études, et je préside Crédit Foncier Expertise, qui est la première société d'expertise en France. Merci. Donc, des intervenants particulièrement qualifiés pour le sujet que nous allons traiter. Alors, le sujet que nous allons traiter tourne autour des données
disponible sur l'immobilier pour, finalement, pour plusieurs besoins. Et c'est là peut-être que le bât blesse, c'est que quand on parle des chiffres de l'immobilier ou des données de l'immobilier, en fait, on s'adresse à plusieurs types de besoins et chacun qui est préoccupé par un type de besoin va évidemment trouver que ce qu'on lui fournit n'est pas à la hauteur de ce qu'il a de son besoin, alors que la production qu'on lui propose a peut-être d'autres objectifs. Il y a un débat depuis maintenant une bonne dizaine ou une quinzaine d'années sur la fiabilité des chiffres sur l'immobilier. C'est un débat qui a lieu essentiellement au travers de la presse. Et je dois dire qu'en tant que média, c'est vrai que nous souffrons beaucoup de la difficulté en fait d'apprécier les chiffres qu'on nous communique des différentes sources pour savoir si on peut se reposer dessus, s'ils donnent une véritable idée du marché. Est-ce que le marché monte? Est-ce que le marché descend? Ou est-ce qu'il monte? Ou est-ce qu'il descend? Ce sont des vieux débats et on a eu plusieurs périodes où les chiffres étaient contradictoires, ce qui a d'ailleurs fait donner lieu à quelques clashs, notamment par exemple au niveau de la FNIM, où je me rappelle d'un délégué général qui a été remercié parce qu'il a émis quelques doutes sur les chiffres que présentait la FNIM chaque trimestre, etc. Bon. Il y a eu une mission d'ailleurs qui avait été confié à à Bernard Worms, pour essayer d'apprécier les différentes sources et la qualité des différentes productions dans ce domaine-là. Et son rapport est resté un petit peu lettre morte parce qu'il avait préconisé un étalonnage des différentes sources et apparemment cet étalonnage, il n'y a pas grand monde qui se soit vraiment prêté. Nous avons deux mondes en fait producteurs de chiffres. Il y a des chiffres, on va dire à caractère plutôt public, qui sont essentiellement qui viennent du notariat. Notariat évidemment qui passe sur toutes les transactions, donc qui a l'information à la base de tout ce qui se vend en France, et puis des chiffres privés. Et les uns considérant que seuls les chiffres publics doivent être pris en considération, et les autres considérant que les chiffres publics, finalement, ils ne sont pas très utilisables parce ils sortent avec un certain retard, et puis ils subissent des retraitements qui sont certainement justifiés, et je crois que nos intervenants vont vous expliquer à quoi ils servent, mais sont-ils vraiment opérationnels pour permettre d'évaluer un bien à un instant T? Voilà. Et les chiffres privés, n'ont la fiabilité que de ceux qui les produisent. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut, dans un premier temps, faire un petit clarifier un petit peu les idées et se dire finalement qu'est-ce qu'on a comme chiffres sur le marché aujourd'hui et quel est l'usage qu'on peut en faire. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par le notariat. Et donc, Monsieur Taffin, si vous pouvez nous dire un petit peu, faire un petit peu la cartographie, je dirais, de la production de chiffres du notariat au travers de ce que fait le notariat de l'Île-de-France et ce que fait le notariat national pour la province. Alors, nous avons deux univers complètement distincts, Paris et la province. Distincts, ils sont distincts certes en termes de niveau de prix de l'immobilier. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a, pour des raisons historiques, il y a deux bases, parce que c'est le notariat parisien qui, le premier, s'est saisi du problème et a commencé à constituer une base de données de façon tout à fait manuelle dans les années 70. Le notariat de province s'y est mis plus tard, une dizaine d'années plus tard, on peut dire ça comme ça, et donc a constitué une deuxième. La première historiquement s'appelait Bien, la seconde s'appelle Perval. Il y a des petites différences encore, mais justement l'un des rôles de Dynamique, c'est de veiller à la qualité de l'ensemble, c'est-à-dire au rapprochement. Les gens se parlaient avant mon arrivée, je veux dire, je vais pas changer le monde du notariat, mais on essaye de pousser un peu plus loin dans le rapprochement, c'est dans la recherche d'une qualité globale des bases et une harmonisation d'un certain nombre de traitements qui sont faits sur les deux bases.
Ce que je voulais souligner aussi, vous avez dit plutôt public en hésitant, et ça c'est tout à fait caractéristique de la période que l'on vit, c'est que ces bases, l'une comme l'autre, ont été établies sur la base de volontariat. Alors après, on ne va pas reprocher aux notaires de oui, de toute couverture, dans certains départements, ce n'est que 30-40%, dans d'autres c'est 80, la moyenne, je crois pour la province, c'est proche de 60, bon, ça fluctue aussi d'un trimestre à l'autre, mais tout ceci a été fait sur la base de volontariat, avec, rappeler l'histoire sur la rémunération, il y a eu quelques petits soubresauts à ce sujet, jusque donc au rapport Worms et à la loi de mars 2011 qui s'en est suivie, qui prévoit maintenant un encadrement, une entrée justement dans le cercle assez fermé des statistiques publiques, avec les honneurs et les contraintes que cela représente. Le problème, c'est qu'on a bien vu sortir des décrets d'application en septembre 2013, donc 2 ans et demi après la loi. Il y avait un délai de 6 mois pour la parution des arrêtés, ils ne sont toujours pas parus, et les décrets eux-mêmes sont revus à la lumière de ce qu'on appelle l'open data, ou la mission étalable, et donc on est toujours dans l'incertitude quant à la sortie de ces textes qui vont... Si on peut résumer, ça veut dire que en fait maintenant le notariat a l'obligation de faire remonter les informations dans des transactions, mais les textes ne sont pas encore totalement finalisés et donc voilà, c'est pas encore en vigueur. Hein. Ça n'est pas encore en vigueur, c'est-à-dire qu'on reste toujours sous l'ancien régime, si j'ose dire, hein, du volontariat. Les textes en question prévoient à la fois une obligation portant sur les délais de remontée, sur la nature des informations à remonter et sur la nature des informations à publier et la forme de cette publication. Et c'est là qu'on va rejoindre le sujet de la table ronde, c'est-à-dire sur les données locales. Les obligations, alors je crois que là les textes ne sont pas encore totalement bouclés là-dessus, on ne va pas évidemment obliger le notariat à publier des données sur un pâté de maison sur lequel il y aura peut-être eu une transaction dans l'année. Oui. Mais toutes les informations doivent être remontées et traitées, tout de même. Pas toutes les informations. Il y a une liste des variables, donc déjà ça va porter à la fois sur les actes authentiques et sur les avant-contrats, et ça ne va pas se limiter au logement, ça inclut toutes les autres formes d'immobilier, que ce soit les terrains ou l'immobilier non résidentiel. Est-ce que ce qui est prévu au travers des projets de texte que vous avez, est-ce que ça va nettement au-delà au niveau de détail de l'information, richesse de l'information sur le bien immobilier, ça va au-delà de ce que les notaires manipulent aujourd'hui comme information Ça ne peut pas aller au-delà, sauf à exiger des notaires qu'ils introduisent des informations qui sont déjà assez lourdes. Je crois qu'il y a quelque chose comme 130 variables. Et au contraire, alors, en gros, il y a trois familles de variables. Il y a celles qui sont afférentes à la transaction elle-même, bêtement le prix, la date et la localisation. Celles qui concernent la consistance du bien. Et enfin, celles qui concernent les parties à la transaction. Et ce troisième volet ne fait pas partie des remontées obligatoires, alors que ce sont des choses qui intéressent beaucoup de monde, à commencer par le notariat, c'est-à-dire qui achète, qui vend. Quel est l'horizon, à votre avis, de parution de ces textes et de quel délai d'application quand est-ce qu'on peut imaginer le notariat fonctionnant d'une manière maintenant régulière sous les nouvelles règles ? Je ne ferai pas de même qu'à l'INSEE, on dit nous ne faisons pas de prévisions, nous faisons des projections. Là, je ne m'avancerai absolument pas. La question, c'est le jour sur lequel on peut peut-être avoir un avis. Moi, j'en ai pas honnêtement, je sais qu'il y a 2 écoles. C'est le jour où seront parus les décrets. Donc, imaginons que les décrets sortent demain, les arrêtés sortiront peut-être dans 6 mois, et le notariat aura théoriquement 3 mois, je crois, pour se mettre, pour être prêt. On pourrait dire qu'il y a longtemps qu'on devrait être prêt. Bref, je ferme la parenthèse. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que dans la semaine ou dans le mois, on va avoir tout de suite le taux de renseignement qui va passer de 60 à 5%. Combien de temps est-ce que ça va prendre et arrivera-t-on jamais à 100%? Je ne le crois pas, parce qu'il y a toujours des transactions qui seront incomplètes et pour lesquelles on aura bien du mal à compléter l'information, sauf dans des allers-retours qui ne seront précisément pas compatibles avec l'impératif de remonter les données dans les 60 jours. Mais on doit atteindre des niveaux de remontée beaucoup plus importants que ceux que vous évoquiez. Par exemple, pour la province, vous dites 60%, on devrait être plus proche des 90 ou 95.
Je ne ferai pas de pronostic encore une fois. Je pense qu'on peut dire quelque chose comme ça. Bon, déjà aujourd'hui, il y a une grande différence. Je citais un chiffre de 30 ou 35. Il y a quelque chose comme le quart, vous pouvez me corriger si vous avez d'autres informations, le quart des départements qui sont à plus de 80%. D'accord. Si je reprends juste le paysage en fait, du notariat aujourd'hui en France, donc c'est 9600 notaires répartis donc, dans 4500 offices. Et c'est vrai qu'au sein du notariat, il n'y a pas forcément la même implication en termes de négociation ou d'expertise. On a certains secteurs, certaines régions où l'on négocie et où on expertise, et d'autres où effectivement il y a un lobbying très fort des agents immobiliers qui fait que le notaire préfère se cantonner en fait à ses activités premières et ne pas déborder sur la partie négociation ou expertise. Donc sur ce sujet-là, le renseignement des bases était encore assez aléatoire aujourd'hui et variable, en fait, comme vous le précisiez, avec cette obligation, donc cette notion de service public qui est décidée dans la loi de mars 2011. Là, il y aura une réelle obligation de la part de tous les notaires de s'investir, corps et âme, j'allais dire, sur le renseignement de la base. L'intérêt, en fait, alors il y a le renseignement d'une part, mais après il y a la qualité des informations et la qualité du renseignement de ces bases. Aujourd'hui, on se rend bien compte, donc nous, de par notre structure notariale, nous avons un accès exclusif justement aux bases, que ce soit Perval ou la base Bien. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'une bonne référence, en principe, est une référence qui revêt un certain nombre d'informations, notamment sur l'état, sur la surface. Et on se rend compte aujourd'hui, notamment pour les maisons, où il n'y a aucune obligation légale aujourd'hui de produire une surface, je dirais, telle que la surface carrée pour les appartements. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour valoriser une maison, parfois on a un certain nombre de difficultés, notamment dans les milieux ruraux, d'avoir de bonnes références sur laquelle baser son raisonnement. Étant au cœur de l'expertise, pour ma part, je pense que la référence reste la pierre angulaire en fait, d'une bonne expertise. Je pense qu'il vaut mieux avoir 3 bonnes expertises au sein d'un rapport, 3 bonnes références, pardon, au sein d'un rapport d'expertise qu'une cinquantaine qui n'ont pas été détaillées, mais qui s'approchent simplement d'un secteur ou d'un quartier. Donc effectivement, aller chercher l'information, c'est aller chercher aussi la bonne information avec le niveau de renseignement qu'elle doit revêtir. Et quand vous avez des références individuelles comme ça que vous puisez dans le fichier, vous pouvez vous rendez compte si elle est précise ou pas. Et il y a des références par exemple où une bonne partie des caractéristiques n'est pas renseignée. Alors aujourd'hui malheureusement cela peut arriver, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'implication, je dirais, du notaire. On parlait de volontarisme sur ce renseignement de base. Mais c'est vrai que globalement, on a quand même les informations essentielles, à savoir donc l'état général, l'implantation, la surface dans la plupart des cas. On a également donc les références cadastrales qui permettent aujourd'hui, grâce aux outils Internet, d'avoir Street View, d'avoir Google Earth, qui permet d'avoir au moins si ce n'est sur l'état d'usage, de voir un peu l'environnement dans lequel s'inscrit la référence que l'on a sélectionnée. Je pense que le métier de l'expertise, c'est un métier de curiosité aussi. L'expert a un travail d'investigation en fait, pour pouvoir valoriser un bien, à lui aussi d'aller les rechercher, je dirais, au-delà de la référence qui lui est produite, de façon assez facile. Donc vous qui avez un accès privilégié à la base des notaires, vous êtes en attente, quand même en attente d'une amélioration dans ce domaine-là. C'est toujours perfectible. Juste à faire petite question, et puis je vais être avec vous, M. Carongal. Quel accès est prévu? Parce qu'il y a les privilégiés et les autres. Nous autres pauvres civils, quel accès aurons-nous à ces informations telles qu'elles seront collectées et traitées dans l'avenir? Une fois que les textes actuels seront, en cours de finalisation, seront en vigueur.
Alors, tel que les textes se présentent aujourd'hui, ça ne devrait pas changer dans leurs grandes lignes. Il y a trois niveaux et demi de diffusion qui sont prévus. Il y a un accès gratuit, grand public, éventuellement par smartphone, mais qui existe déjà aujourd'hui ou qui a existé, qui a connu des petits problèmes, enfin, pour lesquels on a accès à des informations qui, je le crains, n'apprendront pas grand-chose. Ce sont des niveaux moyens ou médians de prix pour des zones, disons, ou de prix au mètre carré pour des villes, encore une fois, pas trop petites. Hein. Ensuite, il y aura deux accès, soit à des tableaux préformatés, soit à des enregistrements individuels qui seront prévus selon une grille tarifaire et qui, ceux-là, seront accessibles, je crois, à tout le monde, mais avec une tarification différentielle suivant qu'on est service public ou pas. Ce qui pose notamment le problème de l'accès des bases par les chercheurs. J'ai déjà eu des discussions, vous aussi sans doute, avec des universitaires. Quand ils commencent, évidemment, eux, ils veulent avoir, par exemple, 10 années complètes de base, avec pas mal d'informations. Et quand ils voient arriver les devis, bon, pour le moment, c'est pas encore encadré, mais enfin, même une fois encadré, on peut bien imaginer que ça sera hors de portée de la plupart des chercheurs, malheureusement. Et donc, je n'ai pas cité le dernier niveau. Le dernier niveau, c'est le sur-mesure complet, où là, effectivement, ça référence individuelle. Ça sera sur devis. Non, la référence individuelle, je crois qu'elle est comprise dans le niveau qui est encadré pour là, c'est pour des exploitations plus complètes des bases, des tableaux non préformatés. L'accès à la transaction individuelle sera prévu aussi pour Perval, parce qu'elle est actuellement accessible de manière payante pour la base bien, mais pas pour Perval, à ma connaissance, non? Pour la province. À Perval a ses propres tarifications qui ne sont pas les mêmes que bien et peut-être pas exactement la même philosophie. Vous êtes peut-être mieux placé pour me compléter sur ce point. Je crois que Perval réserve ses ventes au secteur public, non ? Tout à fait, ça reste un domaine très limité aujourd'hui sur la captation de ces informations. Oui. Monsieur de Kerangal, nous autres pauvres civils, comment est-ce que vous appréciez tout cela et comment est-ce que vous l'utilisez? Alors effectivement, je ne peux en tout cas que confirmer le fait que si on veut réaliser une expertise de qualité en matière résidentielle, il faut avoir un certain nombre en tout cas le plus grand nombre de références pertinentes, et quand vous disiez pertinentes, c'est effectivement qui soient à la fois géographiquement pertinentes, mais aussi pertinentes en matière de qualité du bien. On en trouve évidemment beaucoup plus quand on est dans un milieu urbain dense que quand on est au fin fond d'un milieu rural. Pour notre part, nous utilisons évidemment les données de la base bien en Île-de-France, et on en fait un usage assez intensif. Par contre, on a une grande difficulté à avoir accès aux données Perval, ce qui est un vrai manque à gagner, enfin un vrai problème, puisque nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et que sur les à peu près 10 000 estimations, enfin expertises que nous réalisons par an en résidentiel, il y en a à peu près 8 000 qui sont réalisées hors Île-de-France. Donc vous imaginez bien que là, alors, on a, nous, d'autres sources d'informations, les financements réalisés par le Crédit Foncier, bien sûr, donc là, les informations nous remontent, et puis des informations qui nous viennent de notre réseau d'experts, de réseaux d'agences immobilières partenaires, etc., que nous avons, nous, collationné dans une base de données qui est checkée tous les mois par un département immobilier, mais on a les moyens de faire ça. Tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Et clairement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de l'information qualifiée, disponible rapidement en province. C'est ce qui nous a fait, je vous fais une petite transition, mais c'est ce qui nous a fait être partie prenante du développement d'un observatoire qui s'appelle les prix immobiliers, qui existe depuis plusieurs années, mais qui est monté en puissance là, depuis un peu plus d'1 an, et qui regroupe à la fois un certain nombre
d'intervenants du secteur, des établissements bancaires, le crédit logement, le crédit foncier, des acteurs Internet notamment comme Se Loger, le SNPI, mais également d'autres acteurs comme Gessina, comme Sogeprom, comme le CIM qui est un constructeur de maisons individuelles. L'idée de cette association, c'est d'essayer d'avoir des informations disponibles un peu plus rapidement que ce que publient les notaires, et ils ont des contraintes que nous comprenons tout à fait, mais en même temps, nous avons parfois besoin d'avoir de l'information plus rapidement, avec une fréquence plus élevée, et puis surtout une disponibilité d'informations partout en France et pas seulement en Île-de-France. Oui, effectivement, on est dans une situation où finalement aujourd'hui, seul le secteur privé fournit des informations relativement précises et fiables sur les avant-contrats. C'est-à-dire la transaction telle qu'elle est, au moment où elle est faite, c'est-à-dire au moment où on fixe le prix, qui est quand même une des contraintes. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a deux grandes familles de besoins? On a besoin d'avoir des références de transactions, et là, je dirais que sur une certaine profondeur de temps, si ça remonte à 3, 4, 6 mois, peut-être même 1 an pour faire une expertise, c'est pas un problème, au contraire, je dirais, on peut apprécier, évidemment, on a une idée de la tendance du marché et puis on va éventuellement corriger, mais quand on fait des études de marché et quand on veut publier des chiffres sur l'évolution des marchés immobiliers, là, on a besoin de savoir exactement à quelle période, quand on dit les chiffres du 3e trimestre, alors moi, c'est une des grandes frustrations que j'ai quand je vois mes confrères médias qui sautent sur les communiqués du Conseil supérieur du notariat ou de la Chambre des notaires de Paris, et ils disent voilà, les prix ont reculé de X% au 3e trimestre. Bon, mais en fait ça veut rien dire, parce qu'en fait c'est pas le 3e trimestre, c'est il faut se mettre 4-5 mois avant, et en fait il s'agit effectivement des signatures d'actes authentiques, et ces signatures d'actes authentiques correspondent à des transactions qui ont été conclues au cours d'une période assez floue qui va de 4 à même peut-être presque 6 mois, 6 à 3 mois avant, quoi, voilà. Et donc là, je dirais du point de vue connaissance du marché, c'est assez déstabilisant. L'avantage des observatoires privés, c'est que eux se basent sur les avant-contrats et fournissent des chiffres qui correspondent à une période bien précise du fonctionnement du marché. Juste pour ajouter un élément, en même temps, les modalités de calcul des indices ne sont pas les mêmes. Je pense que vous allez... ce que publie effectivement l'association Les Prix Immobiliers, c'est des variations basées sur les avant-contrats, sur les compromis de vente, mais qui ne fait pas de redressement, enfin pas forcément des redressements, c'est pas le bon terme, mais qui en tout cas ne se base pas ne calcule pas l'évolution des prix à qualité équivalente. Ce qui est que font les notaires, c'est-à-dire que c'est l'évolution des prix, tout bien confondu. Et après, on peut faire des zooms, etc. Mais en tout cas, effectivement, on peut comparer entre deux périodes, et il y a une publication tous les mois, des typologies de biens qui sont légèrement différentes. Et effectivement, plus l'échantillon est petit, plus ça pèse, plus l'échantillon est important, moins ça a d'importance dans l'évaluation de ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que si je résume un petit peu, on peut se baser sur des chiffres moyens, établir des moyennes ou des médianes de chiffres en additionnant des transactions portant sur des biens de nature différente. Et si on veut avoir des indices qui retracent exactement l'évolution des prix pour des
des biens comparables, on est obligé de faire deux types de retraitement. Monsieur Taffin, vous allez nous expliquer 2 minutes de quoi il s'agit. Il y a le côté indice hédonique, où on va redresser, je dirais, les chiffres pour les faire correspondre à un bien moyen. Hein. Et puis le redressement, oui, je résume façon média, hein, façon journalistique, mais et puis la correction des variations saisonnières aussi. Oui, alors là, il y a 2 choses. Mais je vais peut-être revenir sur le premier point qui est les avant-contrats, parce qu'on a aussi développé, on a une remontée des avant-contrats qui a commencé il n'y a pas très très longtemps. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'est 17% pour la moyenne de province. Hein. Donc ça commence à être suffisant pour donner des indications globales. À Paris, Paris publie maintenant une batterie d'une demi-douzaine d'indices sur avant-contrat. Alors, il y a eu les appartements parisiens, les appartements des Hauts-de-Seine, et maintenant ça s'est multiplié, il y a les maisons dans le 77, etc. Il y en a aussi sur la province. Ça vient doucement, mais ça vient. Ça vient doucement, un petit peu dans la douleur, parce que c'est pas tellement une question d'effectif, c'est une question de méthode, on va y venir, et c'est aussi le fait qu'on peut pas relier un contrat et un avant-contrat. Donc, et ce que nous annonce, alors ce qu'ils nous annoncent sur le passé, enfin, les avant-contrats nous font gagner environ 3 mois. Oui. On va gagner, oui, entre 80 et 100 jours, on va gagner environ quand même un trimestre. Je ne sais plus ce que je voulais dire sur ces avant-contrats, donc je vais peut-être passer à la suite. En fait, ça commence. Non, c'est que ça commence et que malgré tout, quand on regarde l'évolution qu'on a annoncée pour un trimestre donné, à partir des avant-contrats, et que l'on regarde 3 mois après l'indice qui sort sur les vraies transactions, on a des écarts. Alors on a des écarts parce qu'on est dans un monde, vous savez, où les prix évoluent aujourd'hui, disons, sur un rythme annuel de l'ordre de moins 2%, c'est-à-dire que sur les trimestres, c'est beaucoup moins que ça, et notamment, c'est souvent inférieur à la variation saisonnière qu'on constate au 2e, 3e trimestre. Donc on est dans un monde où c'est plus difficile, comment on peut chipoter sur des différences, parce que si les avant-contrats nous disent plus 1% et qu'après les contrats définitifs nous disent moins 1%, c'est un petit peu ce qui s'était passé en 2009, on va se faire traiter de nom d'oiseau, alors que si les prix étaient sur une pente de 15 à 20%, parfois on ne reprocherait pas trop d'avoir un indice à 20 et l'autre à 15, me semble-t-il. Voilà. Mais donc il y a des petits réglages encore à faire. Alors, notamment en ce qui concerne la méthode. Vous avez donné le mot hédonique, pas confondre avec hédoniste tout de même, enfin on trouve son plaisir là où on peut, certains c'est dans l'économétrie, mais il faut être un peu vicieux. C'est effectivement des techniques, hédonique veut dire économétrie sur variable qualitative. C'est-à-dire que l'on considère que le prix d'un logement est une fonction du temps, de la localisation et de toutes les caractéristiques du logement. Mais des caractéristiques dont on a connaissance au travers des bases notariales. Et notamment, il y a une fameuse variable qui s'appelle l'état du bien, qui n'est pas toujours renseignée, même quand elle l'est, c'est une déclaration du vendeur, où on lui demande simplement de se positionner sur la grille suivante, en bon état, à rafraîchir ou à rénover. Donc on a un taux de non-réponse extrêmement important, et pour le reste, on n'a pas évidemment la fiabilité qu'on aurait si on envoyait à chaque fois un expert pour faire un relevé parfait de l'état du bien, ce qui est effectivement hors de possibilité du notariat et de ses mandants publics. Donc c'est ce type d'équation qui vise effectivement à assurer, comme le disait Christian de Kerangal, que l'on compare un logement fictif, ou plus exactement un portefeuille un parc de logements fictifs qui serait le même d'un trimestre sur l'autre, pour gommer ce qu'on appelle l'effet qualité. Imaginez, je sais pas, que par exemple un trimestre, ils ne se vendent que des ruines, et le trimestre suivant, ils ne se vendent que des logements haut de gamme. C'est évidemment une hypothèse absurde, extrême, mais plus le périmètre d'observation est petit, et plus ce risque est important. Mais sur les indices nationaux, on n'a pas vraiment de raison de diverger, sauf en cumulant sur plusieurs trimestres ou plusieurs années. Et puis vous pratiquez une correction des variations saisonnières. En plus de ça, on publie 2 types d'indices, des indices bruts et des indices corrigés des variations saisonnières, pour éviter ce qu'on disait, c'est que quand on dit par exemple que les prix ont remonté cet été d'1%, la question est de savoir de combien
l'effet saisonnier et habituellement, est-ce qu'il est supérieur à 1% ou pas. Donc, on publie effectivement, et ce que fait l'INSEE aussi, c'est de publier des indices corrigés des variations saisonnières. Monsieur Kerangal, vous me parliez, quand on préparait la réunion, de ce qu'ont fait les 4 principaux opérateurs dans le domaine de l'immobilier entreprise, avec Immostat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, et est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose qui serait transposable, ou est-ce que peut-être que l'opération des LPI, enfin les prix, l'association LPI, finalement, vise à aboutir au même résultat? En tout cas, effectivement, dans des précédentes fonctions, j'ai travaillé chez un conseil, enfin j'étais directeur des études chez un conseil en immobilier entreprise. Et alors c'est pas du tout les mêmes problématiques, mais on s'était rendu compte que, évidemment, le besoin de transparence des données est essentiel. Et la lisibilité des marchés, elle est essentielle, notamment tant pour les utilisateurs, qui là sont des utilisateurs professionnels, que pour les investisseurs. Et en 2001, les 4 plus grands conseils en immobilier entreprise en France ont pris une décision qui à l'époque était assez révolutionnaire pour eux. C'était de mettre en commun les bases de données dont ils disposaient sur les transactions immobilières. De les mettre en commun en créant un GIE indépendant des 4, relativement indépendant bien sûr, mais qui en tout cas était administré par un administrateur indépendant. Et l'idée étant d'une part d'avoir des chiffres homogènes entre ces quatre commercialisateurs qui représentent à peu près 60% de part de marché, donc c'est énorme, et d'autre part d'améliorer la connaissance des marchés pour ces quatre commercialisateurs. Au début, autant vous dire que la perspective de partager nos données était insupportable. L'idée était très forte de se dire ces données sont un avantage compétitif extrêmement important par rapport à nos petits concurrents. Quand on s'est retrouvé autour de la table la première fois, on a eu un grand moment de solitude et de silence quand même, hein, parce qu'avant on avait interdiction de partager les données. Et puis, petit à petit, la dynamique s'est mise en route et globalement on s'est rendu compte que le partage de l'information, certes, nous a fait perdre un léger avantage compétitif, parce que dans les 4, il y a un numéro 1 et un numéro 4, hein, et le numéro 4 a gagné plus d'informations que le numéro 1, évidemment, mais que néanmoins, au final, sur le plan commercial et sur le plan de la lisibilité des marchés, les marchés ont beaucoup profité de cette meilleure lisibilité, et ça se voit aujourd'hui sur le fait que beaucoup d'investisseurs nationaux et internationaux disent que le marché de l'immobilier entreprise français est relativement transparent. Il y a encore plein de progrès à faire, mais voilà. Alors, si je ferme cette parenthèse, cette analogie, c'était pour dire que je pense que nous sommes beaucoup à considérer que la détention d'informations est un avantage concurrentiel important, et c'est vrai, c'est pas neutre, hein, c'est vrai, mais moi je suis un de ceux qui pensent que le fait de la mettre en commun, pour autant qu'on la traite de manière, équitable, scientifique et validée par un certain nombre de processus qui doivent être très, très normés, ne peut que participer à une amélioration de la lisibilité du secteur. À la fois pour les experts, mais également pour les agents immobiliers et pour les particuliers. Et je pense que tout le monde aurait à y gagner. Donc je trouve que je ne suis pas ici pour défendre l'association LPI, il se trouve que cette initiative me semble intéressante parce que, effectivement, c'est un certain nombre d'acteurs qui mettent en commun un certain nombre de données, et en plus je pense que c'est très complémentaire aux données des notaires, que en tout cas ça peut donner deux visions légèrement différentes, mais en même temps complémentaires, qui permettront d'enrichir la lecture des marchés. Dernière question que je vous pose un petit peu à tous les trois, qui veut répondre, réponde. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers
des modèles d'estimation automatisés, pour peu qu'ils puissent être alimentés par des bases de données de prix de qualité. Est-ce qu'on peut imaginer une automatisation et de l'évaluation d'un bien immobilier à partir de ses caractéristiques, évidemment, par rapport à une base de données fiable? On va poser la question aux experts, déjà. J'espère que non. Enfin, ça, c'est un point de vue purement, voilà, en tant que directeur d'une société d'expertise. Maintenant, oui, et aujourd'hui, on le voit de plus en plus au travers des outils informatiques, des outils Internet, où le particulier, maintenant, en rentrant 2-3 données, peut avoir une estimation de son bien, alors une tendance ou une estimation. Et c'est vrai que le danger aujourd'hui, c'est de ne pas savoir quelles sont les bases de calcul ou les références que trouve derrière. Il arrive parfois, ce qui existe actuellement sur le marché est assez opaque. Hein. Voilà, il arrive parfois qu'un client arrive avec un imprimé de meilleurs agents, ou, pour ne pas les citer, ou autre. En fait, il a rentré des données qui sont très très générales et arrive à une valeur de son bien, parce qu'il faut savoir que les particuliers aussi ont tendance à avoir une haute estime, je dirais, du bien qu'ils possèdent. Ça, c'est humain, il n'y a pas de souci, sans prendre en compte en fait les éléments extrinsèques du bien, que ce soit l'environnement, voire également intrinsèque du bien en lui-même. Donc ça, il y a ce danger aujourd'hui, en tout cas tel qu'il existe, de laisser la main en fait à des particuliers ou des novices ou des personnes qui ne maîtrisent pas le milieu de l'immobilier, et d'avoir finalement de fausses idées sur un patrimoine, ou sur un bien, ou que sais-je. Le fait, sur ce que vous proposiez, de mettre en place en fait un outil qui permettrait de valoriser, mais selon des critères fiables et détaillés, avec des références pareil, qui sont alimentées, mais avec des sources, alors que ce soit les notaires ou que ce soit d'autres sources d'informations fiables. Pourquoi pas? De toute façon, on va de plus en plus vers une automatisation. Oui, pourquoi pas? C'est une possibilité à envisager. Tout dépend de la qualité, de la précision qu'on recherche. Je serais extrêmement réservé là-dessus. Je défends les experts, parce que j'ai été rattaché à Foncier Expertise il y a un nombre d'années respectable maintenant. On voit bien quand on regarde la différence de valeur, il y a une caractéristique. Par exemple, le fait d'habiter un 4e étage par rapport à un 3e. On regarde ça dans les 300 strates de calcul de l'indice. Bon, tout le monde va vous dire, oui, un étage supplémentaire, ça va faire, je sais pas, quelques pourcents en plus. Dans la moitié des strates, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est un modèle mathématique et qu'il y a une extrême diversité des biens, il y a beaucoup de parasites, ça ne marche pas. Alors, vous avez cité meilleurs agents, j'aurais pas si... Bon, je l'ai fait pour un bien que je possède, le résultat est très honnête. C'est-à-dire qu'on vous dit, compte tenu du nombre de transactions que l'on a pu utiliser, votre bien, il vaut 200 000, plus ou moins 50 000 euros. Je vous remercie, ça je le savais. Mais c'est un résultat honnête. Et il y en a d'autres qui vont vous donner un chiffre beaucoup plus précis. D'ailleurs, c'est intéressant de mentir sur certaines caractéristiques pour voir justement quelle est la valeur que le modèle leur attache. Donc pour résumer, je crois qu'il y a beaucoup trop d'éléments à prendre en compte dans la valorisation d'un logement, sans même émettre la qualité de la négociation. Il y a des gens qui vont beaucoup mieux se battre, il y a ceux qui sont acculés parce qu'ils sont en instance de divorce, etc. Bon, et ça, c'est des événements un petit peu extérieurs. Mais sur les caractéristiques physiques du bien, il y a trop de choses qui ne pourront jamais être prises en compte de façon assez fine, à mon avis, par les bases de données. Ça peut fonctionner pour des biens standards, effectivement, oui, mais dans un justement, marché inscrit. Ça marche bien aux États-Unis. Dans les banlieues très standards des États-Unis, ça marche beaucoup mieux que chez nous, où on a tout de même à part, parfois les nouveaux villages, effectivement, qui sont comparables dans pas mal d'endroits, mais prenez la banlieue parisienne, l'extrême hétérogénéité des biens dans la banlieue parisienne, ça me paraît tout à fait improbable. Et d'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui lorsqu'on est confronté à des expertises de l'administration fiscale, par exemple, où bien souvent les personnes qui ont réalisé cette évaluation, je ne peux pas parler d'expertise,
n'ont pas bougé de leur bureau. C'est-à-dire qu'ils vont se référer à un prix mètre carré qu'ils ont relevé voilà, sur leur propre base ou sur une tendance qu'ils pensent connaître. Et on arrive à des aberrations lorsque, en contre-expertise, l'expert se rend sur place et constate que finalement, à côté, il y a, j'imagine, il y a une centrale nucléaire ou un truc qui n'était pas du tout détaillé à l'époque. Et là, l'administration fiscale s'est basée que sur une tendance du marché en faisant une surface multipliée par un prix mètre carré sans appliquer les correctifs nécessaires à la valorisation du bien. Donc c'est aussi un danger. Il y a des modèles quand même qui existent Oui, à l'étranger, il y a des choses qui marchent. Alors, moi j'ai une position un peu plus nuancée. Je suis comme vous au départ, ma première réaction a été j'ai un gros doute sur la capacité de ce type de modèle pour approcher la réalité de biens. Alors, c'est clair que pour des biens atypiques, etc., ça marche pas. Ça, c'est ou du commercial, bon. Mais sur le résidentiel, j'ai envie de dire classique, même si je suis d'accord qu'entre les États-Unis et la France, c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas, je vois que dans d'autres pays, ce type de ce qu'ils appellent des automated valuation models sont en train de se développer. Alors c'est vrai au Royaume-Uni de manière assez forte, mais c'est vrai également en Allemagne. Et c'est en train de se... Là, il y a deux projets qui vont voir le jour, l'un en Italie, l'autre en Espagne. On est cerné pour l'instant. Je me dis, et en fait, pourquoi est-ce que donc c'est des systèmes experts qui sont basés effectivement sur des bases de données importantes, et effectivement la base de données doit être importante et très bien renseignée pour que on ait quelque chose qui soit relativement proche de la réalité, on va dire. Mais moi, j'ai tendance à penser que compte tenu de l'accélération des nouvelles technologies, on n'évitera pas, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, l'apparition en France aussi de ce type de modèle. Alors après, il y a deux visions. Il y a une vision plutôt anglo-saxonne qui sont des sociétés qui vendent ce type de modèle. Et là, après, chacun le traite comme il le souhaite. Et puis, il y a une vision qui est plutôt Europe continentale, en tout cas celle des Allemands pour l'instant, qui est de mettre ces outils, ces systèmes experts, à disposition des experts de leur société. Donc, ça fait une première valorisation, et l'expert ensuite corrige en fonction justement de ce qu'il a fait en termes de sa visite, sa perception de l'environnement, sa perception de la qualité du bien, etc. Et là, je pense que c'est très intéressant parce que on n'est pas sans savoir, enfin, tout le monde sait qu'il y a une pression aujourd'hui sur les honoraires partout, pour toutes les professions et les experts y compris, et que tout ce qui est bon à prendre en termes d'amélioration de la productivité peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il ne faut pas non plus faire dire à ce type de modèle plus que ce qu'ils peuvent dire. C'est-à-dire que ce sont des machines, ce sont des systèmes. Jamais l'intuition du professionnel et son expérience. Ouais. On m'a signalé qu'on avait épuisé notre temps de parole et donc on est obligé de clore cette conférence, ce débat. Est-ce qu'il y a une question rapide? Alors vraiment, voilà. Bonjour, Christophe Campuzan, j'ai une agence immobilière à Marseille. Alors je vais pas une question rapide, je vais être un peu polémique. J'ai fait la réunion l'année dernière. J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé au niveau du sourcing des données immobilières en France. Et je voulais un peu m'inscrire en faux sur ce qui a été dit. Je pense que le sujet c'est l'open data et qu'aujourd'hui ça devrait être une donnée publique de savoir absolument tout ce qui se vend en France sans avoir à payer ou sans avoir des données partielles. Le notariat, je pense qu'il n'y a absolument aucune volonté de faire partager ces données à l'ensemble du pays. Et je trouve choquant que ce soit l'État qui l'impose. Je vais vous donner deux anecdotes. Donc, est-ce que les gens savent que quand vous achetez un bien et que vous payez les frais de notaire, il y a une quote-part qui est dédiée à la constitution d'une base de données de quelques euros. Donc ça, il faut le savoir déjà. Donc on paye tous les jours depuis des années pour la constitution de cette base de données. Deuxième sujet, Marseille... Ouais, non, mais c'est important aussi
Moi, je suis agent immobilier, on est sur le terrain, je ne peux pas laisser entendre dire ça sans avoir voix au chapitre. À Marseille, deuxième ville de France, je pense qu'on est un grand pays dans le monde, vous demandez à n'importe quel notaire, je fais une vente par jour, je connais tous les notaires et personnellement, combien de transactions il y a dans l'ancien à Marseille? Combien? Eh bien, aucun n'a la réponse. Et je trouve ça scandaleux. Et le sujet, c'est l'open data. On devrait se battre non pas sur des données publiques qui devraient être accessibles aux particuliers et aux professionnels, parce que c'est du service, et se concentrer sur la relation client ou sur un travail d'agent immobilier qui a beaucoup plus de valeur que de se battre pour savoir dans quelle rue le T3 de 3 pièces a été vendu. Et quand vous dites, oui, alors un outil automatique d'estimation, on ne dit pas que ça va faire le boulot, mais c'est un outil mathématique, statistique, qui va donner, en fonction des critères que collectent tous les notaires, puisqu'il faut savoir que le passage en France, on est obligé de passer par le notaire, donc il devrait donner à la population les données qu'il a en informatique, mais il faut savoir qu'ils sont tellement mal organisés qu'il y a des doubles systèmes et qu'ils se font payer en interne aussi l'accès aux données. Donc il faut voir que la chambre des notaires, elle est un peu sévère avec ses propres notaires. Donc bon voilà, donc c'est sous-organisé et il devrait y avoir une vraie volonté politique et des notaires de donner enfin à la France, comme les anglo-saxons et comme les américains, accès à des données qui sont publiques, nationales, et qui pour moi devraient en plus être gratuites. Merci. Merci. Bon, c'est une vox populi qui est assez largement partagée. Hein. Je veux dire, c'est pas... Vous voulez dire un petit mot? Oui, c'est fini depuis pas mal d'années, les UV obligatoires, enfin les UV demandés par les notaires. Ça a été retiré à la suite, je crois, effectivement, d'une action en justice. Écoutez, vous savez, j'avais pas vraiment l'intention d'ouvrir ce débat sur le nombre d'UV nécessaires. Ça fait partie du décret. Bon. Y a un modèle économique derrière ça qui est assez compliqué. Le nombre de transactions qui remonte aujourd'hui, il est de l'ordre d'un gros million, puisqu'il n'y a pas que les logements. Après, je répondrai, le second point est excellent sur le nombre de transactions. Je mène le même combat que vous, avec le même succès d'ailleurs. Donc 1 million de transactions, on va passer à quelque chose qu'entre 1,5 million et 2 millions. Donc vous imaginez tout ça par télétransmission, c'est-à-dire que maintenant c'est saisi dans les offices et ça remonte automatiquement via des logiciels fournis par des SS2I qu'il faut payer, etc. Et ensuite il y a la qualité assurée. Donc il y a un modèle économique pour lequel le nombre d'UV actuellement proposés par les anciens textes de décret ont été jugés insuffisants et ceci est remis en cause. Et donc pour le moment, les notaires ne se rémunèrent que par la vente des fichiers ou des données. Alors, sur le second point, il y a pas mal de temps déjà que je dis aux notaires, parce que j'étais à l'extérieur, nous avons une grosse lacune, ce sont les volumes, les nombres de transactions. Vous savez comment c'est fait aujourd'hui. Ce sont des calculs de polytechnicien de M. Frigide, bien connu par son tunnel, qui part des montants de droits et qui va ensuite, en gros, diviser par le taux et essayer de répartir entre ce qui est logement et ce qui est non résidentiel. C'est comme le taux maintenant a été harmonisé depuis une quinzaine d'années, on ne peut plus différencier. Donc quand il nous dit aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, 730 ou 740 000 transactions, c'est un calcul à partir des droits, c'est-à-dire que c'est à quelques pourcents près. Et quand on demande au notaire, est-ce que l'on peut compter, alors on essaye, il y a des tentatives, il y a ce qu'on appelle l'enquête permanente à Paris qui double les remontées, qui consiste à remplir une fiche supplémentaire sur les nombres, mais là aussi, il n'y a pas de raison qu'on atteigne 100% sur cette enquête, alors qu'on ne les atteint pas sur les remontées. Donc c'est un sujet, effectivement, qui ne se résoudra, je le crains, que par l'exhaustivité des bases. Et de toute façon, on ne pourra jamais vérifier, puisqu'on n'a pas l'information par ailleurs. Bien, désolé, je ne peux pas... Vous vouliez dire un mot Juste un, hein?
Juste sur l'ouverture des bases en fait au public, c'est pas une volonté du notariat de bloquer l'accès justement à ces bases. Comme on vous le disait, en fait, la loi est passée en mars 2011, le décret est passé en septembre 2013, et avec les changements successifs au gouvernement, en fait, rien ne se passe. C'est-à-dire que le dossier est sur le bureau de Madame Taubira et il n'y a rien qui bouge. Le notaire est pas en train le notariat n'est pas en train de freiner des deux pieds pour justement stopper la divulgation de ces bases. Au contraire, au même titre que les bases biens, la base Perval doit s'ouvrir aussi au grand public. Donc là, c'est vraiment pas le notariat qui freine, je tiens à vous rassurer là-dessus, ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment au niveau politique, elle a sûrement d'autres sujets en fait à traiter que ça bloque aujourd'hui. Bien, en tout cas, on peut tirer une conclusion de ce débat, c'est que 50 minutes, c'est un petit peu court pour le sujet, et donc il faudra y revenir. Merci, messieurs. Merci à vous de votre attention.